Le mardi 25 septembre 2012, entre 19h30 et 20h, Laetitia Xuba, une jeune femme de 33 ans habitant Fréjus dans le Var, glisse à la va-vite dans un sac de course quelques affaires dont une chemise de nuit. Laetitia a prévu de passer la nuit chez sa grand-mère à Peymeinade, située à 40 km de chez elle. Le problème, c'est que Laetitia n'arrivera jamais à destination et les appels de sa grand-mère restent sans réponse. Laetitia a tout simplement disparu, laissant derrière elle d'innombrables interrogations et des faits très curieux. Pourquoi, par exemple, Laetitia a-t-elle roulé à contresens pendant 20 km sur la E80 depuis San Remo jusqu'à Vintimille avant de sortir de l'autoroute? Comment se fait-il également que sa Volkswagen Polo noir soit retrouvée par la police italienne vers 22h30 à Bordighera, une station balnéaire située à 92 km de Peymeinade, à 92 km de là où elle aurait dû se trouver? Et enfin, pourquoi aperçoit-on sur la caméra de surveillance d'une résidence de vacances Laetitia en train d'escalader un portillon avant de disparaître sur la plage? Était-elle en train de fuir quelque chose ou était-elle en train de fuir quelqu'un? Cette image de vidéosurveillance, c'est le dernier signe de vie de Laetitia Xuba qui est désormais recherché depuis maintenant plus de 10 ans. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Si vous me rejoignez sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Nous allons aborder aujourd'hui une disparition qui reste encore en 2023 inexpliquée, la disparition de Laetitia Xuba qui, un soir de septembre 2012, le 25 septembre 2012, prend sa voiture pour se rendre chez sa grand-mère puisqu'elle a l'habitude de dormir au moins une fois par semaine chez elle, mais n'arrive jamais à destination. Et pire, son comportement a été pour le moins étrange ce soir-là, puisqu'elle a été vue par la police italienne faire un contresens sur l'autoroute avant de sortir à la frontière, et sa voiture sera retrouvée devant une résidence de vacances. Les feux de position sont allumés, la voiture est fermée, son portable est à l'intérieur, et Laetitia Xuba est filmée par une caméra de surveillance de la résidence en train de passer un portillon et de partir sur la plage. Et c'est la toute dernière image de Laetitia parce qu'on ne la reverra pas. Cette enquête a été réalisée en étroite collaboration avec l'application BlackTrack. Alors, pour ceux qui le savent, depuis plusieurs semaines, je travaille main dans la main avec des journalistes qui bossent sur l'application BlackTrack. Vous pouvez dès à présent télécharger l'application qui est gratuite et qui va vous permettre de géolocaliser les affaires de disparition ou de crimes non résolus qui se trouvent près de chez vous. Et l'objectif en fait de cette application, c'est de pouvoir commenter, de pouvoir interagir avec les autres abonnés et surtout de pouvoir apporter des éléments nouveaux, parce que c'est aussi ça l'objectif de cette collaboration, c'est de pouvoir avancer et d'essayer d'apporter des éléments nouveaux et peut-être de résoudre certaines disparitions ou certains crimes non résolus aujourd'hui. On a déjà travaillé sur une affaire de disparition, les disparus de Ramatuelle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo qui est disponible sur ma chaîne ou sur l'application. C'est une vidéo qui a pas mal marché et qui a beaucoup été commentée. Donc n'hésitez pas, après cette vidéo, à aller faire un petit tour. On s'est donc penché avec BlackTrack sur la disparition de Laetitia Xuba. Je voudrais faire une précision avant de commencer. L'enquête qui va suivre, la vidéo qui va suivre, ne remplace pas tout ce qui a déjà été très bien fait par certains youtubeurs ou par d'autres documentaires. Le but de cette vidéo est tout simplement peut-être d'apporter de nouveaux éléments ou du moins de continuer à parler de la disparition de Laetitia Xuba qui, vous allez le voir, comporte des éléments très troublants et très étranges. Pour cette affaire, comme pour les disparus de Ramatuelle, avec BlackTrack, nous nous sommes donc rendus directement sur place. Nous avons refait le trajet de Laetitia ce soir-là en partant de Fréjus jusqu'à là où on a retrouvé sa voiture à Bordighera devant la résidence de vacances. Nous avons également interrogé ses proches. Vous allez entendre le témoignage de Christelle, la sœur de Laetitia. Nous avons interrogé ses amis également, qui sont encore aujourd'hui très perturbés par la disparition de Laetitia et qui n'ont pas souhaité forcément apparaître dans ce reportage, mais qui nous ont apporté certains éléments très précieux. Et puis nous nous sommes procurés des documents, les procès-verbaux des premiers jours de la disparition de Laetitia, qui nous ont été très utiles et qui relatent tout ce qui a été écrit par la police italienne au moment où l'on a déclaré la disparition de Laetitia Xuba. Nous nous sommes procurés également les derniers échanges SMS de Laetitia
ce jour-là, des échanges qui sont très courts, mais qui mettent en avant le fait que Laetitia avait renoué une relation très compliquée avec un homme qui était marié. C'est parti pour la disparition de Laetitia Xhub. Avant d'arriver au jour de la disparition de Laetitia, je pense qu'il est important de revenir sur sa vie. Comment vivait-elle au moment de sa disparition et dans quel état d'esprit elle était? Laetitia est née le 11 septembre 1979 à Audincourt, dans le Doubs. Elle a 33 ans au moment de sa disparition. Elle mesure environ 1,70 m. Elle a les cheveux châtain clair. Elle est souriante. C'est une jeune femme dynamique. Elle est sociable. Elle est aussi très sportive. Elle a étudié STAPS à l'université de Draguignan. Elle a aussi passé un diplôme de sauveteur en mer pour pouvoir surveiller les plages l'été. C'est une ancienne gendarme. Et en septembre 2012, au moment où elle disparaît, elle travaille à l'agence Coliposte de Fréjus. Ses proches et ses amis qu'on a rencontrés la décrivent comme une jeune femme pétillante, qui a le sens de la discipline. C'est pas une rebelle dans l'âme, Laetitia, elle est toujours prête à rendre service, parfois un peu naïve, c'est ce que nous a expliqué son papa. Laetitia est très proche de ses parents, son père s'appelle Claude, sa maman c'est Carmen, et d'ailleurs elle vit tout proche d'eux puisqu'elle vit dans un logement qui appartient à ses parents, attenant à leur maison, avenue de l'Orée du Parc, à Fréjus, dans ce quartier Sainte-Brigitte, qui est un lotissement qui comprend plusieurs pavillons. C'est un quartier très calme sur Fréjus. Laetitia a aussi une sœur qui s'appelle Christelle, qu'on va entendre dans un petit instant, avec qui elle s'entend très bien. Et parmi les habitudes de vie de Laetitia, il y a cette habitude, une fois par semaine, d'aller dormir chez sa grand-mère, une grand-mère qu'elle aime beaucoup et qui vit à Péménade, à 40 km de Fréjus, à 40 km de là où elle vit. Sur le plan personnel, Laetitia est célibataire, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle n'est pas non plus pacsée, mais au moment de sa disparition, elle entretient une relation avec un homme, un militaire du 21e régiment d'infanterie de marine de Fréjus. Mais cet homme menait une double vie, et ça, Laetitia ne le savait pas, il était marié et il avait un enfant, elle n'était pas du tout au courant. Elle l'a appris en fait à la suite d'un appel de la femme de cet homme qui s'est montrée furieuse et qui l'a même menacée au téléphone. En apprenant ça, elle aurait mis fin à cette relation quelques semaines plus tôt, mais apparemment ils se revoyaient et cet homme aurait même passé la nuit précédant sa disparition chez Laetitia. Selon le procès-verbal numéro 2 dans le dossier de cette affaire que nous nous sommes procurés, il apparaît que Laetitia souffrait de problèmes psychiatriques, des problèmes pour lesquels elle avait déjà reçu un traitement interrompu en 2010, mais qu'elle a repris la veille de sa disparition. Une reprise de traitement dont n'étaient pas au courant ses parents. Toujours selon le procès-verbal numéro 2, la tante de Laetitia a déclaré que sa nièce souffrait de type schizophrénique et de paranoïa, à tel point que parfois elle pouvait se convaincre que quelqu'un voulait la tuer. Mais, c'est important de le souligner, elle n'a jamais montré de volonté de suicide ni d'automutilation. C'est écrit dans le procès-verbal. Quelques jours avant sa disparition, le vendredi précédent précisément, Laetitia aurait consulté son psychologue qui lui aurait modifié son traitement, je vous rappelle, qu'elle avait déjà pris par le passé. Il l'aurait trouvée plus anxieuse, mais pas de syndrome schizophrénique. Voici la liste des 4 médicaments prescrits par son psychologue: la biphilie, l'alprazolam, le zolpidem et du Nurofen. Chose importante, le premier médicament cité en Italie semble être plus contrôlé qu'en France, puisqu'en fait là-bas, il n'est délivré que dans le cadre hospitalier. Et le patient à qui ce médicament est prescrit doit être sous une surveillance scrupuleuse en raison des contre-indications du médicament. Il y a beaucoup d'effets secondaires en fait. Le jour de sa disparition, ce mardi 25 septembre 2012, Laetitia est en repos. Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, ses parents sont en vacances, ils sont partis en Crète, et Christelle, sa sœur, est elle aussi en vacances en Tunisie. Et avant de partir, c'est ce que nous a confié Christelle, Laetitia était normale, il n'y avait rien d'inquiétant. Je l'avais vu un peu avant de partir, et puis après, sinon, je l'avais eu par SMS, simplement, je sais plus si c'est moi ou elle qui lui avait envoyé un SMS pour me dire, je lui avais dit que j'étais bien arrivée en vacances, que tout se passait bien, voilà, mais c'est tout. Mais après, non, je l'avais vu avant mon départ, quelques jours avant, quoi. Mais oui, non, elle était tout à fait normale, et pour le coup, moi, je la voyais un peu moins parce que j'habitais pas au même endroit, mais mes parents, en fait, ma sœur, elle habitait dans un appartement attenant à la villa de mes parents. Donc, ils la voyaient tous les jours, et pour le coup, non, elle était tout à fait normale.
Enfin, d'ailleurs, sans quoi, si mes parents avaient suspecté quoi que ce soit, ils seraient pas partis en Bien vacances. sûr. Et sa meilleure amie qui a passé la journée entière avec elle la veille nous a confirmé que oui, elle était tout à fait dans son état normal. Le jour de sa disparition, Laetitia, elle était en repos, c'est ça? Oui, elle était en repos, oui, tout à fait. D'accord, ok. Et donc elle a eu rendez-vous avec l'une de ses copines. Elles ont pris un verre, si je me trompe pas. Ouais, Sur elle le. l'a cherché à la gare, ouais, et puis en fait, on a passé la soirée ensemble. D'accord. Et cette copine, finalement, était fatiguée de son voyage, et donc a préféré rentrer. Donc elles ont juste bu un café, et puis après, elle l'a raccompagnée chez elle. Et c'est là que Laetitia est rentrée à la maison. Et du coup, bah, c'est là où elle a passé le fameux coup de téléphone à ma grand-mère en lui disant qu'elle venait passer la nuit avec elle, et puis qu'elle n'est jamais arrivée, en fait. Elle profite donc de son jour de repos pour voir une de ses amies. On sait qu'elles prennent toutes les deux un café sur le port de Fréjus en fin d'après-midi. Et cette amie qu'on a interrogée l'a trouvée ce jour-là tout à fait normale. Elle était plutôt de bonne composition, elles ont parlé de tout et de rien, et elles projetaient même de partir en vacances ensemble dans les prochaines semaines. Ensuite, vous l'avez entendu, l'amie en question est un peu fatiguée, donc elle part se reposer, et Laetitia rentre chez elle. En arrivant chez elle, elle appelle sa grand-mère, elle la prévient qu'elle va venir dormir chez elle le soir. Il n'y a rien d'anormal, ça arrive très souvent à Laetitia d'aller dormir chez sa grand-mère, je crois quasiment une fois par semaine. C'est pas très loin, en plus Péménade, je vous ai dit, à 40 km de Fréjus, donc rien d'anormal à ce moment-là. Elle prépare rapidement un sac style cabas de chez Carrefour avec quelques vêtements à l'intérieur, un pantalon rouge, une chemise de nuit, un soutien-gorge, et puis elle quitte son domicile entre 19h30 et 20h. Elle monte dans sa voiture, une Volkswagen Polo noir, et prend logiquement la direction de Péménade pour aller donc dormir chez sa grand-mère. C'est son programme. Le problème, c'est que Laetitia n'arrive pas à destination. Sa grand-mère, inquiète, essaie de l'appeler, mais Laetitia ne répond pas à son téléphone portable. Le lendemain, le mercredi 26 septembre, la grand-mère de Laetitia et Carmen, sa maman, ont un échange téléphonique. La grand-mère explique que Laetitia devait venir dormir, mais qu'elle ne l'a pas vue. Elle lui dit que peut-être que Laetitia a changé ses plans et s'est arrêtée chez une connaissance et qu'elle a oublié de la prévenir. Un peu plus tard, Christelle, la sœur de Laetitia, qui, je vous le rappelle, est en Tunisie à ce moment-là, contacte un ami et lui demande d'aller vérifier si Laetitia est chez elle. Et il s'avère que ni Laetitia ni sa voiture ne se trouvent au domicile. Selon le procès verbal, cette personne, donc cet ami qui a été envoyé au domicile, a pu rentrer à l'intérieur. Et il a découvert le portefeuille de Laetitia ainsi que ses papiers d'identité. La tante de Laetitia, qui se prénomme Lola, est prévenue à son tour parce que c'est la seule à être sur place à ce moment-là. Et le jeudi 27 septembre 2012, c'est donc la tante de Laetitia qui fait les démarches et contacte le commissariat de police de Fréjus. On lui demande d'attendre et dans la matinée du 27 septembre, la tante de Laetitia est contactée par la police française de Menton. On lui demande des informations supplémentaires sur Laetitia, on lui demande de décrire Laetitia physiquement et c'est à ce moment-là en fait que la police va faire un lien avec l'attitude très étrange d'une femme correspondant à la description de Laetitia Xuba, correspondant à la description qu'on vient de leur faire. On lui dit, écoutez, la description correspond à ce qu'on nous a rapporté il y a quelques heures, l'attitude très étrange d'une femme au volant d'une Volkswagen Polo noir qui s'est arrêtée devant une résidence de vacances, mais à 120 km de là où aurait dû se trouver Laetitia. Parce qu'à 21h50 ce mardi 25 septembre 2012, près de 2 heures après le départ de Laetitia de Fréjus, la police autoroutière italienne est alertée de la présence d'un véhicule qui avance à contresens sur une bretelle en provenance du péage de San Remo et en direction de Vintimille. Il s'agit d'une Polo sombre immatriculée en France. Une patrouille se met alors en place, mais la voiture qui roule à une allure soutenue, conduite par une femme blonde, arrive à se faufiler. Il est à ce moment-là 22h17. Et la voiture disparaît en direction de Bordighera ou de Vintimille. À 22h30, une patrouille qui remonte le bord de mer à Bordighera remarque une Polo noire. Cette voiture est mal garée le long de la route face à un portail fermé d'une résidence de vacances au lieu dit Madonna della Ruota. La voiture est fermée à clé, elle a ses feux de position allumés, aucune portière n'a été forcée, il n'y a pas de trace d'accident, pas de vitre cassée. À l'intérieur, les policiers aperçoivent un gilet blanc de coupe féminine sur le siège arrière. Sur le siège avant droit, il y a une carte routière française et au sol, sur le tapis côté passager, un téléphone portable de marque Samsung et des boîtes
des boîtes de neuroleptiques et d'antidépresseurs prescrits le vendredi précédent par le psychologue de Laetitia. 2 équipes de policiers se lancent à la recherche de la conductrice, sans résultat. Le gardien de la résidence ouvre le portail que vous voyez, ce portail vert, et explique à la police que la résidence n'héberge pas de personne de nationalité française. Donc c'est bizarre qu'il y ait cette voiture immatriculée en France garée devant le portail. Une inspection des lieux est réalisée en pleine nuit et c'est là que les policiers font une découverte assez surprenante. Ils retrouvent au début du chemin qui conduit à la plage de Galets, au pied de la résidence, un sac type cabas en nylon de marque française Carrefour. Et à l'intérieur de ce sac, il y a des vêtements, parmi lesquels un soutien-gorge, un pantalon rouge, une chemise de nuit et également un emballage vide pour un téléphone portable de type Samsung. Et c'est tout. Ensuite, selon ce qui est écrit sur le procès-verbal, le gardien de la résidence explique aux policiers qu'il est possible de visionner la caméra de vidéosurveillance interne de cette résidence, mais que c'est très compliqué en raison du caractère obsolète de cette vidéo qui ne peut être visionnée qu'en accélérant le film original. Voici ce qui est écrit sur le procès-verbal. En d'autres termes, on va avoir une image correcte qu'en accélérant le film, qu'en multipliant la vitesse. Il est aussi expliqué dans le procès-verbal que le sac Carrefour qu'on a retrouvé au pied de la résidence est laissé au gardien, puis successivement récupéré par les agents. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on a laissé le sac Carrefour au gardien et on l'a récupéré dans la foulée? Ou est-ce qu'on a laissé le sac et puis on l'a récupéré à un autre moment? Bon, c'est pas très clair. Dans tous les cas, les policiers relèvent la plaque d'immatriculation de la voiture, la Volkswagen Polo noir qu'on retrouve devant le portail de la résidence et grâce au fichier, on retrouve l'identité du propriétaire et on a des informations sur le propriétaire. Le lendemain, le 26 septembre donc, l'agent de sécurité est recontacté par la police italienne. Et il explique aux policiers avoir, pendant l'absence des policiers, durant la nuit, revisionné les images de vidéosurveillance. Et il explique avoir remarqué quelque chose d'assez étrange. À 22h15, sur la vidéo, une personne de sexe féminin est vue en train d'escalader le portillon, ce portillon qui mène à la plage, avec à la main ce sac qui a été retrouvé par les agents de police au bord de plage. L'image en question a beaucoup été diffusée, c'est celle-ci. On reparlera de cette vidéo un peu plus tard. Mais il y a une chose étrange concernant cette vidéo, c'est que quand les policiers récupèrent l'intégralité de la vidéosurveillance, le lendemain donc, le 26, ils signalent, c'est marqué sur le procès-verbal, qu'il manque une partie de la vidéo. Et lorsque les policiers vont arriver quelques temps après, ils vont effectivement s'intéresser à cette vidéosurveillance avec comme observation 2 points précis. Premièrement, on n'a aucune autre vidéosurveillance de la résidence. Mais on ne saurait même pas dire si à l'époque il n'y avait que cette vidéo-là, que cette caméra-là en tout cas. Et deuxième point, on sait également qu'à un moment donné, il manque un morceau. Alors pourquoi, on ne sait pas. Les policiers italiens n'ont pas été en mesure d'expliquer pourquoi il manquait un morceau dans une phase quand même relativement concomitante au passage de Laetitia. Mais eux n'y ont pas vu, je dirais, matière à explorer cet axe-là. On sait juste qu'on voit Laetitia passer, après on ne voit rien de plus ensuite de cela qui laisserait peut-être à penser que justement elle n'était pas forcément poursuivie. Mais lorsque les services de police italienne ont récupéré la vidéo, il y a un bout manquant, mais qui n'est pas collé à la période dans les tiges, mais on sait qu'il manque un morceau. C'est donc quelques heures plus tard que le lien entre ce qui s'est passé à Bordighera et la disparition de Laetitia Xuba est fait. On a bien la confirmation, les policiers ont vérifié, il s'agit de la voiture de Laetitia Xuba demeurant à Fréjus en France. Et pour les policiers italiens, ça ne fait aucun doute. Eux, ils pensent que Laetitia est allée à l'eau et s'est noyée, intentionnellement ou non. En fait, les policiers suspectent une crise dépressive puisqu'elle a encore, souvenez-vous, dans sa voiture, des boîtes de neuroleptiques et d'antidépresseurs. Ils pensent que ce mélange, notamment d'abiphilie et de zolpidem, a pu plonger Laetitia dans un état totalement délirant. Un suicide par noyade donc. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que le corps de Laetitia n'est pas retrouvé. Tout comme ses tongs d'ailleurs, les tongs qu'elle avait au pied ce soir-là au moment de sa disparition. Ça veut dire que Laetitia serait partie à l'eau, serait partie nager avec ses tongs, et essayez de vous mettre à l'eau avec des tongs. Les tongs, forcément, s'enlèvent des pieds. On aurait retrouvé
soit le corps de Laetitia, soit ses tongs. Surtout dans ce coin de Ligurie, où les courants, selon ce qui est dit, ramènent toujours les corps sur les rochers, ou alors les corps s'échouent à quelques kilomètres sur la côte française. Dans tous les cas, la famille de Laetitia obtient des recherches beaucoup plus poussées, des grottes sont inspectées, des passages dans la falaise sont explorés, des plongeurs examinent également les criques, mais aucune trace du corps de Laetitia. Et tout ça est très perturbant évidemment pour la famille, pour les proches de Laetitia, qui n'arrivent pas à comprendre. Eux, ils tombent des nues, ils ont cette question en tête. Pourquoi Laetitia a-t-elle pris l'autoroute en direction de Nice et de l'Italie pour se retrouver à Bordighera, un lieu qu'elle ne connaît pas alors qu'elle devait se rendre chez sa grand-mère à Peymeinade? Pourquoi son trajet a-t-il été différent? Et surtout, pourquoi, selon le rapport de la police italienne, a-t-elle parcouru 20 km à contresens sur l'autoroute? Ce trajet, clairement, pour la famille et pour tous ceux qui ont eu connaissance de cette affaire, pose question. Et les parents maintiennent que Laetitia n'avait rien à faire en Italie. Pour que vous puissiez comprendre le chemin qu'a parcouru Laetitia, je vous remontre cette carte. Laetitia est donc partie de Fréjus, c'est le point A sur la carte, un peu avant 20h, et devait donc se rendre chez sa grand-mère à Peymeinade, c'est le point B, pour une arrivée estimée aux alentours de 20h45. Je vous ai dit, il y a 40 km. Pour ça, elle a rejoint l'autoroute A8 et aurait dû sortir, au niveau de la sortie, Fayence les Adrets. Chose qu'elle n'a pas faite, puisqu'en fait, elle a continué sur l'autoroute A8, lui faisant prendre la direction de Nice, de Menton, jusqu'à la frontière italienne. D'ailleurs, la polo noire de Laetitia est photographiée au péage d'Antibes. Cette photo est analysée, mais la photo ne nous permet pas de voir si Laetitia était seule dans le véhicule à ce moment-là ou si quelqu'un l'accompagnait. On s'est effectivement intéressé au péage d'Antibes, où on a effectivement tout un système de visiosurveillance, sauf que les caméras sont malheureusement ont pour seul objectif d'identifier les resquilleurs qui passent le péage sans payer et non pas de savoir qui est à l'intérieur du véhicule ou pas. Donc cette piste a été explorée, mais effectivement là, même si on est encore en septembre, on a une belle luminosité, on est déjà en début de soirée, donc l'image est de mauvaise qualité. Et là où la situation se complique, c'est qu'on fait intervenir un expert, et l'expert va, je dirais, pas faciliter les choses, parce qu'il va, dans le cadre de son expertise, indiquer qu'il ne peut pas inclure ou exclure la présence d'une tierce personne ou pas. Ce qui fait qu'on n'a aucune réponse du fait de savoir si elle est seule ou pas, mais que dans l'absolu, on peut aussi en comprendre qu'il y aurait pu y avoir quelqu'un qu'on ne verrait pas. Et ça crée encore plus le doute. Donc c'est vrai que l'expertise vidéo n'a pas forcément rassuré la famille et a permis d'alimenter encore le doute sur l'hypothèse selon laquelle elle aurait quand même pu être accompagnée. Elle va aussi marquer un arrêt de 20 minutes sur l'aire d'autoroute Beau-Soleil, qui est à 19 km environ après Nice, toujours sur l'autoroute A8. Qu'y a-t-elle fait? Personne ne le sait. A-t-elle fait ici une mauvaise rencontre? Est-ce qu'elle a croisé quelqu'un? Dans tous les cas, son téléphone borne en Italie à 21h24 et à 21h50, comme on l'a vu il y a quelques instants. La police autoroutière italienne est alertée de la présence d'un véhicule qui avance à contresens sur une bretelle en provenance du péage de San Remo et en direction de Vintimille. Il s'agit de Laetitia. Et cet épisode à contresens sur l'autoroute laisse tout le monde perplexe, à commencer par sa famille. Je vous rappelle que Laetitia, c'est une ancienne gendarme, et tout le monde s'accorde à dire que Laetitia n'irait pas contre la loi. C'est pas une coutumière des infractions routières. Donc faire 20 km à contresens sur une autoroute, c'est extrêmement étrange, comme nous l'a expliqué d'ailleurs l'avocat de la famille Exuba, maître Laurent Latapie. Elle décide d'aller voir sa grand-mère à Fayence, en tout cas sur la RPI en passant par l'autoroute sur l'axe de Fayence, et en fait on n'a plus de nouvelles particulières, on la retrouve 2 heures plus tard à sens inverse sur l'autoroute, en pleine Italie, pour finir sur une plage dans un village où, prime abord, elle n'a jamais mis les pieds à Bordighera. Donc c'est vrai que de se retrouver dans un scénario où elle va voir sa grand-mère à Fayence, pour finalement la retrouver rouler à sens inverse sur l'autoroute en Italie, et à forcer un barrage de police qui l'amène justement à sortir à Bordighera, le scénario est quand même sacrément rocambolesque. La voiture de Laetitia, cette fameuse polo noire, est donc retrouvée à 22h30 par la police italienne à Bordighera, devant la résidence de vacances. Et donc, la dernière image que l'on a de Laetitia, c'est cette fameuse image tirée de la vidéosurveillance où on l'aperçoit en train d'escalader le portillon de la résidence qui l'amène à la plage. On a l'impression qu'elle fuit quelque chose. C'est la dernière trace de vie donc de Laetitia.
Petite précision qui peut paraître anodine, mais qui est importante pour que vous puissiez comprendre visuellement ce qui s'est passé dans la résidence. L'image de vidéosurveillance que l'on voit n'est pas tirée du portail principal vert qu'on vous a pris en photo. Cette image est bien prise du portillon qui fait face à la plage. Ce qui sous-entend, vous le comprenez, qu'à ce moment-là, Laetitia est déjà rentrée dans la résidence. Alors question, comment est-elle rentrée? Est-ce qu'elle a aussi escaladé ce portail d'entrée vert qui, et on peut vous le dire parce qu'on s'y est rendu, est beaucoup plus imposant que le portillon? En plus, elle avait, je vous le rappelle, un sac avec elle. Ou est-ce que quelqu'un lui a tout simplement ouvert? On ne le sait pas et on ne peut pas le voir parce que je vous rappelle qu'une partie de l'image a été supprimée. Ce qui est bizarre en fait, c'est qu'on n'ait pas d'autres images. Alors est-ce que les autres images sont inintéressantes et que la police n'a pas voulu les diffuser, que ça ne sert à rien? Pourtant, nous on y est allés devant cette résidence et cette résidence elle est très surveillée, il y a pas mal de caméras. Alors est-ce que c'était différent à l'époque? Peut-être. Est-ce qu'il y avait moins de caméras à l'époque? C'est possible. Voilà pour les faits. C'était important de refaire la chronologie. On fait face ici à une série de faits curieux et surtout à des questions. Et vous allez voir que d'autres événements vont attirer l'attention des enquêteurs et de la famille. Parce que plusieurs éléments étranges sont survenus les jours et les mois qui ont suivi la disparition de Laetitia. Tout d'abord, un mois plus tard, alors que les parents de Laetitia sont en reconnaissance à Bordighera, Carmen, la mère, tombe sur une tongue appartenant à Laetitia. Et là, vous allez vous dire, c'est bon, la tongue est revenue. Ça veut dire que Laetitia est partie à l'eau et que la tongue a été recrachée par la mer. Le problème, c'est que la tongue est en parfait état. Elle ne semble pas avoir séjourné dans l'eau. Elle semble même avoir été posée là, volontairement. Et forcément, cette découverte trouble la famille. Il y a une expertise ADN qui a été faite. On a retrouvé l'ADN de Laetitia sur la tongue, évidemment. Il y a eu aussi des investigations supplémentaires pour savoir si cette tongue avait été immergée dans l'eau. Mais encore aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Autre élément qui intéresse les enquêteurs, la relation qu'entretenait Laetitia avec ce fameux militaire qui, je vous le rappelle, était marié et avait un enfant. Eh bien, ils ont passé la nuit ensemble avant la disparition de Laetitia, la nuit précédente. Et nous nous sommes procurés les derniers SMS qu'ils ont échangés ensemble la journée du 25 septembre 2012. À 15h41, Laetitia lui envoie un SMS. Elle lui dit que c'est sa journée de repos. À 15h43, elle lui envoie un autre SMS, « C'est ma journée sans toi ». À 15h51, elle lui envoie un autre message. « T'as vu cette horreur ?» Très certainement en parlant d'elle. À 16h26, il lui répond. « Lol, tu es belle ma chérie, même au réveil, tu le sais. » À 17h28, elle lui envoie « genre », 3 petits points. À 17h31, il lui répond « Pourquoi genre ? Tu te trouves pas belle ?» À 17h49, il lui renvoie un message et il lui dit « Pourquoi tu mets 100 ans à répondre ?» La prochaine fois qu'une tentative de contact va être réalisée, c'est aux alentours de 21h30, alors que Laetitia n'a pas encore franchi la frontière italienne. Elle appelle cet homme en question, elle tombe sur sa messagerie. On y entend pendant environ 3 minutes 30 un bruit de moteur, des bruits de fond, et Laetitia qui s'exclame « Au secours, je suis perdu, je suis perdu ». C'est le dernier appel effectivement qu'elle a effectué, qui a duré 3 minutes 30 et qui était à destination, oui, de son petit ami de l'époque. Ouais. Elle est tombée directement sur sa messagerie, c'est ça? On n'en sait rien, ça c'est sa version à lui. D'accord. Pour le coup, on se fie uniquement à sa version, puisqu'en fait, nous, sur les relevés téléphoniques, on a juste la trace d'un appel qui a duré 3 minutes 30. On ne sait pas ce qu'il y avait dans cet appel, puisqu'on peut pas savoir. Mais lui, en tous les cas, oui, dans sa déposition, il précise que c'était un message vocal, qu'elle aurait appelé sans le faire exprès, et puis qu'il entendait du bruit dans la voiture, et puis qu'à la fin du message vocal, elle aurait dit « Au secours, je suis perdue, au secours, je suis perdue ». Cet homme, évidemment, sera interrogé. Il explique aux enquêteurs que ce soir-là, il n'était pas dans la région parce qu'en fait, il était en exercice de tir à Montpellier, à 800 km de là. Il raconte qu'il n'a pris connaissance de ce message qu'à 23h et qu'en dépit de la teneur angoissante du message, puisqu'elle dit quand même « au secours », eh bien, il ne l'a pas rappelé et il n'a pas donné suite. L'alibi est vérifié, tout comme celui de sa femme d'ailleurs. Je vous rappelle que sa femme avait eu connaissance de la liaison entre Laetitia et cet homme marié, et qui avait aussi menacé Laetitia par téléphone, ça c'est important. Les deux n'ont pas été inquiétés. Effectivement, lorsque Laetitia apprend tout simplement que David est marié, tout simplement parce que l'épouse trompée va l'appeler. Alors elles vont s'échanger forcément quelques amabilités.
Cela va créer une tension qui va amener Laetitia à effectivement se sentir peut-être en crise. Et ça va amener les investigateurs à se poser des questions, de savoir dans quelles conditions l'échange a eu lieu, de savoir si effectivement il y avait des menaces qui auraient pu être sous-tendues ou sous-entendues entre l'épouse et Laetitia. Mais les investigations qui ont été faites pour vérifier ça n'ont rien apporté. Et encore que c'est pareil, d'abord il y a eu une première phase d'investigation où on s'est demandé si le fameux David, qui était un militaire, qui était en poste sur Fréjus, on s'est déjà demandé où il était le soir même des faits. Et donc il était finalement en manœuvre, on apprend par le chef de corps qu'il était en manœuvre vers Montpellier, je crois. Oui. Sauf qu'on a décidé que 6 mois plus tard de vérifier s'il était vraiment là-bas. Donc il y a quand même, pareil, l'approche temporelle qu'on parlait tout à l'heure sur la notion de réalisation des investigations, c'est que d'un côté on dit il y a les simples informations qui sont enregistrées, et après le travail des OPJ c'est quand même aussi de vérifier si les informations données sont justes et de collationner ces informations-là. Et c'est vrai que on est parti dans l'idée que David n'était pas du tout sur place parce qu'il était en manœuvre militaire avec ses petits copains de garnison, mais la question de savoir s'il était vraiment sur place s'est posée que plus tard. Surtout lorsqu'on s'est rendu compte que, en fin de compte, le soir même des faits, alors qu'elle était déjà sur la route italienne, ils échangeaient des messages. Donc c'est confirmé qu'il était à Montpellier. Alors finalement, vérification faite, bien plus tard, on sait qu'il était bien à Montpellier. Et forcément, son épouse. Alors les investigations ont été faites, là aussi bien plus tard pour vérifier si elle était effectivement, en tout cas pas proche de Laetitia, et effectivement elle n'était pas dans le secteur. Les éléments d'investigation des services de police consistent naturellement à auditionner les personnes concernées, puis après de collationner leur emploi du temps avec les moyens technologiques que l'on connaît, les suivis de traceurs téléphoniques, traceurs de véhicules, et effectivement rien ne laissait à penser qu'ils étaient à proximité des tiens. L'emploi du temps de Laetitia est passé au peigne fin, notamment les jours précédant sa disparition. Une amie proche de Laetitia que l'on a interrogée, que l'on a pu rencontrer, nous a confirmé que la veille de sa disparition, soit le lundi 24 septembre, elle lui a téléphoné, elle a téléphoné à Laetitia. Et Laetitia lui a répondu à ce moment-là qu'elle ne pouvait pas lui parler parce qu'elle était en voiture avec un couple d'amis, une certaine Nora et son fiancé. Ça, c'est assez perturbant parce que personne ne sait qui est cette fameuse Nora et personne n'avait connaissance de cette fameuse Nora et de son fiancé dans l'entourage de Laetitia. Elle n'en avait parlé à personne. Pourquoi cette Nora ne s'est pas manifestée? C'est ça, pourquoi on ne la retrouve pas? Cette Nora, on ne sait aujourd'hui toujours pas qui elle est. On ne l'a toujours pas identifiée. Non. On n'arrive pas à savoir qui c'est. Personne ne la connaît dans l'entourage proche de Laetitia. On a interrogé, bien sûr, tous ses amis ont été interrogés par la police et par nous aussi. Et personne n'a connaissance de cette Nora. Et malgré les différentes émissions, les différents articles dans les journaux qu'on a pu faire pour qu'elle se manifeste en lui demandant de se manifester, la police, bien évidemment, a essayé de la rechercher, mais non, on n'arrive pas à l'identifier. Donc on espère aussi peut-être que cette cellule arrivera à identifier cette personne, parce que c'est quand même assez étonnant de pas réussir à trouver quelqu'un. Oui. Et est-ce que Nora, ça aurait pas pu être un pseudo? Est-ce que c'était son vrai prénom finalement? Peut-être, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Peut-être que oui, c'était peut-être un surnom. On ne sait pas. On sait juste que la seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, la veille, elle se retrouvait en voiture avec Nora et son petit ami, mais on n'en sait pas plus. Et en l'occurrence, on n'a jamais réussi à savoir qui était cette personne. Effectivement, il y a des bribes de Nora, mais derrière ça, on n'a aucune information concrète. Donc, on a fait des investigations sur Internet ou sur les réseaux sociaux qui n'ont absolument rien donné. Donc, on a, en plus, c'est toujours ce qui est extrêmement contrariant, c'est qu'on a un vague prénom, pas de numéro de téléphone, pas de nom de famille, aucun moyen de vérifier quoi que ce soit. Donc, on n'a rien là-dessus. Après, il ne faut pas oublier que Laetitia, elle est du cru, elle est du pays, elle connaît beaucoup de gens, beaucoup de monde. En plus, elle a un univers multiple, c'est à la fois une fille sportive, elle travaille dans la restauration, elle a effectivement une carrière de gendarme où elle a encore tissé pas mal de relations. Donc, pour arriver à recouper, effectivement, elle avait des amis d'un côté, des amis de l'autre, et ils se connaissaient pas forcément entre eux. La difficulté, c'est que lorsqu'il y a eu des investigations qui ont été faites, il y a même une perquisition d'ailleurs qui a été faite à domicile, n'a pas permis d'isoler une quelconque Nora. Cette seule information est malheureusement insuffisante.
Les mois, les années vont s'écouler et régulièrement la famille de Laetitia se rend aux abords de la résidence, là où Laetitia a été filmée avant de disparaître. Lola, la tante de Laetitia, a un jour croisé une femme âgée près de la résidence accompagnée de son fils d'une trentaine d'années. Et les deux sont venus à sa rencontre pour lui parler. La femme insistait en italien sur une paire de chaussures sans donner d'autres explications. 8 mois plus tard, la famille retrouve cette femme. Elle est sur le balcon d'une résidence, toujours à Bordighera, et elle appelle les parents en leur faisant signe qu'elle veut leur parler. Et elle commence à leur parler en italien. Le problème, c'est que les parents ne parlent pas du tout italien, et donc Claude, le père, décide d'appeler sa nièce qui, elle, est prof d'italien. Et elle leur fait la traduction. Et cette femme qui apparaît triste et qui était pleurée indique aux parents que le soir de la disparition de Laetitia, elle a vu un homme de type méditerranéen. Et elle s'en souvient parce que cet homme était très bien habillé, il portait des chaussures de ville, des chaussures peu adaptées pour marcher sur ce chemin. Je vous rappelle que la plage est en partie remplie de galets. Marcher avec des chaussures de ville sur des galets, c'est compliqué. Le problème, c'est qu'en 2016, cette femme revient sur son témoignage. Elle dit qu'elle ne sait plus. Cette femme a été entendue, mais pour Christelle, il faut encore creuser. La vieille dame et son fils qui étaient présents le soir de la disparition, qui restent quand même les deux seules personnes qui ont été vraiment entendues en tant que témoins. Ils ont été entendus 3 fois par la police, ils ont donné 3 versions différentes, donc ce serait quand même bien de creuser un peu plus et de les réinterroger pour voir un peu ce que ça donne, parce que c'est quand même pas normal qu'il y ait 3 versions différentes. Ouais, c'est vrai. Penchons-nous maintenant sur les différentes hypothèses. L'hypothèse d'une disparition volontaire, l'hypothèse selon laquelle Laetitia aurait voulu changer de vie, pour la famille et pour les autorités, est écartée. Ça ne tient pas. Il y a cette hypothèse selon laquelle Laetitia a été prise d'un coup de folie. Et cette hypothèse selon laquelle Laetitia a été prise d'une crise de paranoïa ce soir-là, notamment suite à l'ingestion de médicaments, est, pour la police italienne en tout cas, la plus probable. Ça expliquerait selon eux son comportement sur la route, son comportement dangereux, changement d'itinéraire, l'autoroute à contresens, l'arrêt brutal devant la résidence, le passage du portillon, et selon eux, elle serait allée se noyer. Et cet état d'agitation est confirmé, d'ailleurs, a été confirmé il y a quelques mois par le procureur de la République de Draguignan lors d'une interview sur RTL. Lui, il a expliqué qu'il y avait plusieurs éléments dans l'enquête qui faisaient penser effectivement que Laetitia, ce soir-là, était dans un état d'agitation assez fort, qu'elle était dans un état d'excitation, d'inquiétude ou d'anxiété extrême. D'autant, je vous le rappelle, qu'on a retrouvé sur le siège passager les boîtes d'antidépresseurs et de neuroleptiques. Mais pour la famille et pour les proches, pour les amis de Laetitia, cette version selon laquelle elle a pété un câble, elle a été prise d'une crise de paranoïa, ne tient pas vraiment. Il y a le témoignage de cette amie qui l'a vue le jour même, jusqu'en fin d'après-midi. Elles ont bu un café ensemble sur le port de Fréjus, qui nous a expliqué qu'elle était tout à fait normale. Elle avait des projets, elle avait envie de partir en vacances. La seule chose qui perturbait Laetitia et qui aurait pu la mettre dans un état un peu second, c'est effectivement cette relation très compliquée avec cet homme marié. Elle venait tout juste d'apprendre d'ailleurs qu'il était marié, qu'il avait un enfant, qu'il menait une double vie. Imaginez un petit peu, elle menait cette relation, puis d'un coup, elle apprend non seulement qu'il a une femme, mais en plus qu'il a un enfant, et en plus qu'il lui a menti tout ce temps-là. C'est aussi pour ça que Laetitia avait vu son psychologue les jours précédant sa disparition, parce qu'elle se sentait beaucoup moins bien, beaucoup plus stressée, angoissée. Et pourquoi ça ne tient pas vraiment cette histoire d'ingestion de médicaments pour la famille ? Eh bien tout simplement parce que, et c'est Christelle qui le disait dans une interview sur RTL, encore une fois il y a quelques mois, eh bien on a retrouvé les boîtes, comme je vous l'ai dit, mais surtout, il y avait seulement 2 comprimés qui avaient été pris dans ces boîtes. Et pour la famille, ça paraît peu probable que ces 2 comprimés aient eu un effet aussi dévastateur sur une si longue distance. Ça veut dire par exemple qu'elle aurait conduit sous l'effet des médicaments sans le moindre accident. Et puis il y a l'hypothèse que Laetitia fuyait quelque chose ou fuyait quelqu'un. C'est vrai qu'on la voit, passer ce portillon assez rapidement, ce qui laisse à penser effectivement qu'elle est en train de fuir quelque chose. Elle se gare à la hâte devant un portail, alors que nous on y est allé, on s'est aperçu que bien un peu plus loin, à côté de la résidence, il y a des places. Donc elle aurait pu très bien se garer, si ça avait été prémédité, elle aurait très bien pu se garer à côté de la résidence. Là non, elle a posé sa voiture, mis ses feux de position, fermé la voiture, et donc a passé ce premier portail vert. Soit quelqu'un lui a ouvert, soit elle a réussi à l'escalader, mais
Ça paraît quand même assez compliqué. Il y a aussi cette question d'un possible autostoppeur que Laetitia aurait pu prendre, vous savez, lorsqu'elle s'arrête sur cette aire de repos, elle y reste 20 minutes, on ne sait pas vraiment ce qu'elle y a fait, on n'a pas vraiment de témoignages. Il a été évoqué que possiblement un autostoppeur, quelqu'un serait monté avec elle et que c'est à partir de ce moment-là que Laetitia n'aurait plus été maître de ce qu'elle faisait. Cette hypothèse d'un autostoppeur, les proches n'y croient pas vraiment. J'en ai discuté un petit peu avec Christelle quand je l'ai eu au téléphone. Elle m'expliquait que pourquoi pas, mais ça n'explique pas pourquoi elle se rendait en Italie par exemple, pourquoi elle avait pris cette direction. Vous avez tous les éléments sur la disparition de Laetitia Xuba. Qui elle était au moment de sa disparition, ce qu'elle faisait, les circonstances de sa disparition. Il faut savoir que le dossier, et ça c'est une bonne nouvelle pour la famille, a été repris par le pôle Cold Case de Nanterre, ce qui va permettre de reprendre l'enquête de A à Z, ce qui va permettre aussi de mener de nouveaux interrogatoires, d'appuyer peut-être sur certains détails, sur certains indices, pour essayer peut-être d'éclaircir des choses. Le fait que ce dossier ait été repris par le pôle Cold Case de Nanterre va nous permettre peut-être de répondre à beaucoup d'interrogations. Je pense à cette fameuse Nora, vous savez, cette fameuse Nora qui se trouve dans la voiture de Laetitia, ou en tout cas qui est avec Laetitia. Cette Nora est son fiancé, parce que quand l'ami de Laetitia l'appelle, Laetitia a dit « Écoute, je ne peux pas trop te parler, je suis avec Nora et son fiancé ». Qui sont-ils? On ne le sait toujours pas aujourd'hui. On n'a jamais retrouvé ces deux personnes. C'est ça qui est dingue. Malgré les recherches, les amis ont recherché sur Internet, sur Facebook, on ne sait absolument pas qui ils sont et surtout, ils ne se sont jamais manifestés. Il y a aussi cette femme italienne avec son fils d'une trentaine d'années. Pourquoi a-t-elle changé de version? Pourquoi est-elle venue voir la famille et pleurer en disant j'ai vu Laetitia avec un homme, elle décrit l'homme. Elle a l'air complètement bouleversée, en fait, cette femme. Je crois même qu'en feuilletant différentes informations, je crois même qu'elle avait la photo de Laetitia chez elle, comme si elle avait été extrêmement touchée par cette disparition, ce qui est possible. Mais pourquoi a-t-elle changé de version? Pourquoi est-elle revenue sur ce qu'elle a dit? Tout ça est pas clair. Surtout qu'il y a quand même des interrogations. Finalement, les dernières interrogations du dossier, elles se sont collées sur la fameuse vieille dame et son fils, qui étaient quasiment les seuls résidents de la résidence à ce moment-là, et qui avaient l'air, eux, très attachés, effectivement, à cette disparition. On sait où ils sont, eux, maintenant? Alors, apparemment, ils sont régulièrement dans la résidence, mais le problème, c'est qu'on a demandé à plusieurs reprises que les services de police français et italiens ont demandé une coopération sur cet interrogatoire. On tentait de les rencontrer pour les interroger, et vraiment les interroger dans une approche une approche plus criminelle, justement, de savoir s'il n'y avait pas quelque chose qui semblait bien intéressant à exploiter, parce que les rares fois où ils ont été entendus, tantôt par la famille, parce qu'ils sont allés régulièrement sur place, ils se sont croisés plusieurs fois, tantôt par les services de police, ont toujours donné un côté un peu incongru à leur déclaration, qui était rarement, sinon cohérente, rarement suivie. Donc c'était également une piste. On a demandé à plusieurs reprises que cette vieille dame et son fils soient réentendus. Pour l'instant, on avance très lentement sur la question, parce que en fait, du coup, les officiers de police judiciaire italiens trouvent pas la démarche pertinente, et les services de police français veulent y aller parce que du coup ils trouvent l'information exploitable, mais il faut être autorisé à le faire, il faut qu'il y ait un budget en conséquence, il faut trouver un traducteur, et toute cette dynamique prend du temps. Il y a aussi cette histoire de vidéosurveillance. Pourquoi il manque une partie du film? Quand on voit sur le procès-verbal, c'est exactement écrit qu'il n'y a pas l'entièreté du film quand les policiers récupèrent la vidéo. Ça mérite réflexion. Pourquoi également Laetitia fait un contresens sur l'autoroute pendant environ 20 km. 20 km, c'est une grande distance. 20 km sous médicaments, sans percuter, c'est ça qui me vient à l'esprit, sans percuter la moindre voiture, sans avoir d'accident. Et surtout, il y a le barrage de police, mais quand on creuse un petit peu, c'est pas vraiment un barrage de police. En fait, la police l'oriente plus vers une sortie. On n'est pas sur un barrage comme à l'américaine, on bloque et on arrête Laetitia. Évidemment, pour éviter l'accident, on l'oriente vers la sortie. Mais pourquoi on ne suit pas? Pourquoi on ne la suit pas? C'est ça la question. Pourquoi on ne la suit pas? On ne suit pas la voiture de Laetitia. C'est la phase la plus incroyable finalement de l'histoire. Parce que qu'elle se perde sur une plage, qu'elle décide de changer son chemin pour pas aller chez sa grand-mère. Pourquoi pas?
qu'elle finalement décide de stopper sur l'autoroute et qu'elle décide de s'arrêter en plein milieu du parcours pour finir à Bordighera, pourquoi pas. Mais se retrouver à contresens sur l'autoroute, c'est quand même sacrément téméraire. En plus, la police italienne est très segmentée. Donc vous avez une première voiture de police qui passe, qui roule sur l'autoroute avec un détenu rendu du tribunal. Donc ils ont leur détenu à gérer, ils voient la voiture à contresens, donc ils s'en occupent pas, ils appellent juste la police autoroutière qui enclenche un barrage. Mais pendant ce temps-là, effectivement, elle continue son chemin. Et sur une autoroute, on en fait du chemin le temps que les services de police fassent un barrage. Là-dessus, la police autoroutière fait un barrage à Bordighera au niveau de la sortie, au niveau de l'artère de sortie. Et là, effectivement, de manière incroyable, elle force ce barrage. Alors elle se faufile. Et puis en plus, les Italiens, les policiers de l'autoroute, eux, ils se disent, le problème est réglé, nous, la police de l'autoroute, c'est plus sur l'autoroute, c'est plus notre problème. Donc ils préviennent après la police municipale de Bordighera, mais aucune des voitures de police de l'autoroute italienne ne décide de suivre la voiture. Et c'est vrai que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fin de compte, on se rend compte que ces policiers-là qui étaient sur la scène d'intervention et qui ont donc vu la voiture à peut-être 4 mètres ou même à la distance qui nous sépare, donc à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, ils ont eu forcément un contact visuel avec l'intérieur de l'habitacle. Pourquoi ces policiers, pourquoi il n'y a pas de traces dans les PV de police italiens de ce que les policiers auraient tout simplement pu déclarer? Il y avait une personne au volant, il y avait 2 personnes, il y avait peut-être c'était pas Laetitia, peut-être qu'elle était dans le coffre, peut-être que c'était quelqu'un d'autre. En fait, les premiers personnes qui la rencontrent dans cette affaire sont pas forcément entendues. Et le problème, c'est que quand vous réfléchissez à cela en 2022 sur les faits de 2012, la probabilité que l'officier ou le policier sur l'autoroute italienne se rappelle de l'histoire et vous dise « Ah ben non, c'est bon, je me rappelle ça », effectivement, il y a une perdition de la preuve, qui est un vrai problème en droit pénal. Mais 10 ans plus tard, effectivement, la pertinence de l'interrogation, elle s'émiette. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que la question de savoir, en fait, est-ce qu'on a entendu les policiers italiens qui ont fait le barrage pour dire qu'est-ce qu'ils ont vu quand la voiture est passée? Parce qu'ils l'ont forcément vu. Donc ils auraient pu identifier déjà Laetitia et puis savoir s'il y avait quelqu'un d'autre avec elle. Et puis il y a la question du compagnon de Laetitia à l'époque. Cet homme qui était marié, qui avait un enfant, Laetitia n'était pas du tout au courant qu'il menait une double vie. Ça l'a mis au plus bas d'ailleurs quand elle l'a appris. Elle a reçu les menaces de la femme de cet homme. Ça aussi, il faut creuser parce qu'il y a cet appel de 3 minutes 30, appel qui arrive donc sur le téléphone portable de cet homme, de ce militaire. Lui dit qu'il a entendu le message. En fait, selon lui, elle n'a pas fait exprès d'appeler, c'est tombé directement sur son téléphone portable. Il a entendu son message aux alentours de 23h, un message quand même où elle dit, même si c'est loin, elle ne le dit pas comme ça au téléphone, elle le dit de façon assez lointaine, je suis perdu, au secours. C'est quand même un appel à l'aide. Pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police? Pourquoi n'a-t-il pas fait quelque chose? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de la rappeler? En tout cas, cette disparition reste aujourd'hui un mystère. Nous sommes en janvier 2023, à l'heure où j'enregistre la vidéo. On ne sait toujours pas ce qu'est devenue Laetitia Xuba. Si vous avez des informations, si vous avez aussi envie d'apporter peut-être d'autres éléments qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, vous le faites directement en commentaire ou sur l'application BlackTrack que vous téléchargez gratuitement, je le rappelle. Comme ça, on va pouvoir échanger ensemble et peut-être, qui sait, on va peut-être avoir de nouveaux éléments sur cette disparition. On l'espère en tout cas, ça fait plus de 10 ans. S'il y a de nouveaux éléments, ce serait incroyable. Sachez que on ne peut pas tout dévoiler évidemment parce que l'instruction est en cours, parce que le dossier est toujours en cours. Mais il y a un nouvel élément notamment qui est arrivé et qui est analysé par la police. Je ne peux pas vous en parler, mais voilà, il y a un élément qui est analysé par la police en ce moment. On verra dans les prochains mois si cet élément est concluant et si ça permet de faire un lien avec l'affaire de Laetitia Xuba. Je vous laisse là, j'attends vos réactions évidemment. On se retrouve bientôt pour une autre nouvelle vidéo, une autre collaboration avec BlackTrack. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!